Pont des Corbeaux, chapitre 27. Fête des guides. Lucie, mercredi 15 août 1945. Enfin, le grand jour est arrivé. Je suis revenue depuis près d'un mois. J'ai bien évidemment demandé à être en repos le jour de l'Assomption, ce qui n'était pas indispensable puisque le dernier jour de mon roulement est justement le 14. Je suis donc certaine d'avoir 4 jours pleins avec Hugo. Mes parents, Zion et Mathilde, m'ont accompagnée à la messe des guides. Je me suis mise sur mon 31. J'ai revêtu une robe verte fleurie de forme portefeuille qui me permet de masquer mon ventre qui commence à se bomber légèrement. J'ai aussi pris un peu de poitrine, et Mathilde m'a d'ailleurs fait la remarque que j'avais bonne mine, que c'était bien que j'ai repris un peu de poids. Heureusement, la veste à basque que je porte par-dessus ma robe complète l'œuvre de celle-ci pour cacher ma grossesse, que j'imagine visible, bien qu'elle ne le soit apparemment pas vraiment pour les autres. Je ne vais plus garder ce secret très longtemps. J'ai soigné ma coiffure et mis un petit chapeau assorti à ma robe. Juste avant l'office, nous avons croisé Léon Balma, un guide de Chamonix qui, comme Louis Pache, avait fait passer de nombreux juifs en Suisse. Toutefois, lui partait de Montroc, emmenait ses protégés au Tour, puis au refuge Albert Ier, tenu par un de ses amis, avant d'emprunter ensuite le col du Tour et le glacier du Trian. Il faisait aussi appel à son ami guide, Camille Coutet, pour emmener des groupes par ce même itinéraire, lorsque le col de Balme était trop surveillé. Les premiers clients de Léon lui avaient été amenés par un ami, prêtre à Grenoble, Henri Grouès, l'abbé Pierre dans la Résistance. Le père de Léon, lui-même guide, était décédé en mars. Ce dernier avait d'ailleurs été, pendant son mandat de président de la Compagnie des guides de Chamonix, l'un des artisans de la relance de la fête des guides qui a lieu ce jour. Après avoir conversé un moment avec Léon, nous sommes entrés dans l'église, échappant à la chaleur extérieure. Le temps est en effet orageux. La messe me semble interminable, et je n'arrête pas de gesticuler sur mon banc à côté de Mathilde, qui sourit de me voir aussi agitée. Plus longs encore m'ont paru le discours solennel du président de la Compagnie des guides sur le parvis de l'église et l'intronisation des nouveaux guides. Et comme si cela ne suffit pas, il y a des hommages aux clients les plus fidèles, auxquels est remise une médaille de fidélité ou de difficulté, symbolisant le chemin parcouru par leur cordée. Je tourne la tête dans tous les sens pour tenter d'apercevoir celui que j'attends impatiemment depuis près d'un mois. C'est presque à la fin des hommages que je sens une présence, puis une main qui prend la mienne. Je perçois dans mon champ visuel le profil de mon Hugo et m'appuie contre lui, rien que pour sentir son odeur. Il m'enlace étroitement et je m'abandonne. Je ne vois plus rien de la cérémonie. Mon amour est là, enfin. Ce n'est que lorsque les spectateurs s'égaillent que je peux enfin me jeter dans ses bras, sous les regards bienveillants de ma famille, et d'autres, plus réprobateurs de grenouilles de bénitier, mais dont nous n'avons cure. Mon père brise la magie en tout sautant, mais c'est pour nous annoncer qu'il va s'éclipser avec maman Zion et Mathilde pour nous laisser seuls, tous les deux. Si tu savais comme tu m'as manqué, mon amour, gémis-je entre deux baisers. Toi aussi tu m'as manqué. Tout ce que j'ai fait pendant ce mois, c'était pour préparer notre vie à deux, si tu veux toujours de moi. Tu plaisantes, j'espère ? Il ne répond pas, mais m'entraîne en me tirant par la main vers la rue Vallaud. Tu m'emmènes où, comme ça ? Demandai-je. Dans notre résidence secondaire, fait-il très sérieusement. Tu vas tout de suite reconnaître notre chalet. Je souris. Nous allons dans le chalet qui avait abrité notre amour l'année précédente. Comme à l'époque, il retire la clé de sa cachette. Il était temps, il commence à tomber quelques gouttes. Mais à l'intérieur, je m'aperçois tout de suite qu'il y a du changement. Tout a été réaménagé, et lui de propreté. Il y a même des rideaux aux fenêtres, chose que je n'avais pas remarquée de l'extérieur. Quand as-tu fait tout ça ? Entre le 20 juin et le 8 juillet, avec quelques interruptions pour mes incursions en Suisse, afin de rencontrer mes contacts pour le travail. Viens, lance-t-il joyeusement. Il m'entraîne jusqu'à la grande chambre que nous n'avons jamais occupée. Désormais, il y a un grand lit qui paraît bien moelleux,
des chevets, une grande armoire. Je me sens soulevée dans des bras musclés qui me déposent sur le gros édredon dans lequel je m'enfonce. Hugo m'y rejoint aussitôt, m'étreignant pour un long baiser. Puis, tout va très vite. Nous nous déshabillons mutuellement, affamés l'un de l'autre, nous contemplant comme si nous voulions imprimer cette image de nous sur nos rétines. Une vague d'émotion me traverse. Je retrouve l'odeur de sa peau. Je n'arrive plus à penser. Il n'y a que l'envie de me fondre dans ses bras. Une seule de ses caresses déclenche un feu d'artifice en moi. Mes sensations me submergent. Mon ventre est empli de papillons. Nous avons envie l'un de l'autre et échangeons des baisers tendres et passionnés. Hugo embrasse mon cou, mes seins. Sa langue s'attarde sur mes mamelons. Puis il glisse une main entre mes cuisses pour caresser mon intimité avant d'y glisser un doigt. Finalement, sa langue descend, me rendant folle de désir, allumant tous mes sens. Je me sens trembler, mon souffle s'accélère. J'ai envie de le sentir en moi. Je t'en supplie, viens. Je n'attends que lui et le sens s'enfoncer en moi. Je suis comblée par ses coups de rein. Il change de rythme pour faire durer le plaisir, embrassant mon cou, caressant mes seins, et le plaisir monte en moi. Je le presse de mes mots et de mes mains, agrippant ses fesses pour le mener plus loin. Je ne peux plus me retenir, et mon orgasme explose au même moment que celui de mon amant. Essoufflés, heureux, comblés par nos retrouvailles, nous restons allongés l'un contre l'autre, avec une seule pensée. Recommencer. Je suis sur un petit nuage, d'autant qu'il me susurre que je suis la femme qu'il chérit plus que tout. Les doigts d'Hugo effleurent ma peau, déclenchant des salves de frissons. Mais je saisis soudainement la main baladeuse pour l'amener sur mon ventre. Qu'y a-t-il s'étonne-t-il. Tu ne veux plus que je te caresse? Oh que si, mon amour. J'adore tes caresses. Tiens, déplace ta main, là. Réponds-je en le guidant vers un endroit précis. Il se laisse faire, un peu surpris, puis semble percevoir un léger frémissement que moi je sens très nettement. Il me regarde alors que je souris béatement. Perplexe, il se concentre. Sa main posée sur mon ventre dans lequel notre bébé se manifeste une nouvelle fois par un très léger coup. « Tu as senti ?» demandai-je. « Oui, mais qu'est-ce que c'est ?» Il me regarde intensément, quêtant une réponse, mais je ne dis toujours rien, et il reste suspendu à mes lèvres. Enfin, j'ouvre la bouche. « Tu ne devines pas ?» Soudain, il réalise et reste bouche bée, les yeux écarquillés. « Un bébé ?» questionne-t-il. « Tu attends un bébé ?»« Notre bébé ?» Bonne déduction, mon amour. « Tu sais depuis quand ?» demande-t-il l'air émerveillé par sa découverte et avide de tout savoir. « Depuis le début mai. Lorsque je suis arrivée en Suède, j'avais sans cesse des nausées. Je vomissais. Du coup, je restais toujours aussi maigre. Donc le médecin m'a examinée, mais je n'avais pas de symptômes particuliers, à part ces nausées. Il m'a alors demandé si j'avais eu des relations sexuelles pendant les semaines précédentes. Je ne pouvais le nier. Je lui ai alors dit que je ne pouvais pas oublier les dates. J'avais bien eu des rapports les 21 et 22 mars. Quand je suis venue à Ravensbrück, précise Hugo en m'embrassant amoureusement. Je crois qu'il a cru que j'avais été violée, et je n'ai rien dit pour démentir. Charmant, plaisante le jeune futur papa. Je ne pouvais pas lui dire que je m'étais laissé séduire par un beau SS. De toute façon, il ne m'a rien demandé, à part ce que je voulais faire du bébé. Au fond de moi, j'étais très heureuse, et j'ai affirmé que je voulais garder ce bébé. Je me rappelle lui avoir dit que la vie était bien trop précieuse. Tes parents sont au courant? Non. Je voulais que tu le saches avant tout le monde et te le dire de vive voix. J'ai gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Et toi? Tu veux bien de ce bébé? La question stupéfie Hugo qui réagit aussitôt. Comment peux-tu en douter? Je t'ai dit que tu étais la femme de ma vie et que je voulais fonder une famille avec toi. D'ailleurs,
J'aurais dû commencer par ça. Je le vois se lever, nu comme un verre, et fouiller dans sa veste. Il revient vers moi et se met à genoux sur le lit. Il tient quelque chose dans sa main que je ne vois pas clairement. Lucie de Villa, veux-tu être ma femme? Déclare-t-il solennellement, ce qui détonne complètement avec sa tenue d'Adam. Je parviens à garder mon sérieux et hoche la tête avant d'ouvrir la bouche pour lui répondre avec un oui sonore. C'est alors qu'il glisse à mon annulaire une bague avec une émeraude rectangulaire entourée de petits diamants. Mes yeux s'agrandissent. Hugo, cette bague est bien trop belle, tu es fou? Tu diras ça à ma mère? Elle m'a confié cette bague pour toi. C'était sa bague de fiançailles. Et elle estime qu'elle revient maintenant à la femme de ma vie. Toi. Bien, monsieur Steinert. Je m'incline. En tout cas, je n'imaginais pas une demande en mariage dans cette tenue. Tu te rends compte que nous sommes tous les deux nus? Ah oui, mon amour. Comme Adam et Ève au jardin d'Éden. Et tu sais quoi? J'ai encore envie d'aller au paradis avec toi. Ou plutôt, au 7e ciel. Nous ne risquons plus rien, puisque tu es déjà enceinte. Je lui réponds en l'attirant à moi pour un baiser fougueux. Près de lui, je me sens enfin vivante. Vraiment vivante. Nous devons cependant revenir à des choses plus terre à terre, ne serait-ce que manger. Hugo a tout prévu, et ce moment nous rappelle ceux passés dans le chalet. Tu t'es de nouveau arrangé avec la fille du père Simon pour le chalet? Demandai-je, la bouche pleine. Bien vu, future madame Steinert. Je l'ai même rencontrée cette fois, chez le notaire, pour les papiers relatifs à la vente. Tu as acheté ce chalet? Oui, chérie. Cet endroit est celui où nous avons caché notre amour, et ce sera toujours notre refuge en France. Les larmes me viennent aux yeux face à cette déclaration qui révèle tout l'amour qu'Hugo me porte. Puis je prends conscience soudain qu'il n'a été question que de moi depuis que nous nous sommes retrouvés. Bien sûr, mes parents me relataient ce que mon fiancé leur avait confié, mais j'ai envie d'entendre ses ressentis. Tu es un amour, lui chuchotai-je, mais je trouve que tu penses beaucoup à moi et tu ne me parles pas de toi et de ta famille. Parce que je pense surtout à toi, mais je te rappelle que ce chalet est aussi pour moi. Je l'ai bien compris, mais comment te sens-tu? Je sais que ton père est décédé, Hugo. Mes parents me l'ont dit. Ça signifie que ta mère est désormais seule, puisque ta sœur vit dans un couvent. Et toi, aujourd'hui, tu es loin d'elle et de ton pays. Je vais bien, Lucie. Surtout depuis que je t'ai enfin retrouvée. Le décès de mon père a été un coup dur, mais ce qui me console, c'est qu'il est mort en ayant réalisé qu'il s'était fourvoyé sur le Führer. Quant à ma mère, elle est forte. Elle a décidé de rester en Bavière, puisqu'il y a ma sœur, et surtout, elle veut reposer auprès de mon père quand son heure sera venue, m'a-t-elle dit. Je me blottis contre Hugo. Je veux qu'il sache que je partage tout avec lui. Il compte plus que tout, lui et ce bébé qui grandit en moi. Elle viendra nous voir régulièrement, dès que ce sera possible. Et lorsqu'elle saura qu'elle va être grand-mère, crois-moi, elle fera tout pour connaître notre bébé. Je me redresse pour planter un baiser sur les lèvres du futur papa. Je reste à le contempler un moment, me noyant dans son regard azur. Tu es sûr de vouloir t'installer en Suisse, mon Kierge, et que la Bavière ne te manquera pas? Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Je ne veux pas t'éloigner des tiens. Toutefois, je suis allemand et pas forcément bienvenu en France. La Suisse est le meilleur compromis. Nous en avions déjà parlé, tu t'en souviens? Je hoche la tête, je m'en souviens très bien. Et donc, ce sera Genève, si j'ai bien compris? En effet, ce n'est pas trop loin d'ici et surtout, c'est là que j'ai trouvé du travail, au Comité international de la Croix-Rouge. Je pourrais peut-être même passer mon doctorat. Comment as-tu trouvé ce travail? Hugo relate ses rencontres avec des hauts fonctionnaires suisses à l'époque où son patron Schellenberg était en relation avec Musi, l'ancien conseiller fédéral, et le général Masson, chef du renseignement militaire. Ce dernier
l'avait mis en relation avec Allen Dulles, pour lequel il n'était pas un inconnu puisqu'il avait été un agent de renseignement pour l'OSS, même s'il était plus en relation avec Harold Titman via le Vatican, mais aussi exceptionnellement avec Friedrich Muckermann. L'Américain, dont le frère, diplomate anticommuniste, avait aussi entretenu des contacts avec Himmler, lui avait surtout proposé un poste d'agent de renseignement pour les États-Unis. Finalement, c'était par l'intermédiaire de Karl Jakob Burckhardt, président du CICR, une relation de musée, qu'il avait obtenu un poste de juriste. Le nom du jeune homme n'était pas inconnu de Burckhardt, puisqu'il y avait eu des échanges entre lui et Himmler. Bien que je n'ai pas une grande estime pour Burckhardt, j'ai préféré un poste au Comité international de la Croix-Rouge que dans les renseignements américains. « Pourquoi n'estimes-tu pas cet homme » demandai-je. Il avait eu des échanges avec Himmler, mais avait refusé un rendez-vous avec lui alors qu'il était venu à Berlin en novembre 1943 pour rencontrer Ribbentrop, mais pas au sujet des déportés. Il avait même rencontré Kaltenbrunner à Berlin en mars de cette année, mais le Reich vivait ses derniers jours. Je trouve cela dommage car il aurait pu utiliser cette rencontre à des fins humanitaires et faire valoir que l'amélioration du sort des détenus des camps de concentration était un préalable nécessaire à des négociations de paix avec les Anglo-Américains. Mais au lieu de jouer conjointement la diplomatie de paix et la diplomatie humanitaire, il a opté pour la passivité qu'il jugeait moins risquée. Quand il est devenu président, il n'a pas fait mieux que son prédécesseur, Huber. Il est vrai que les déportés n'entraient pas dans le champ strict des conventions de Genève, mais le CICR aurait pu faire usage de son droit d'initiative et justifier une intervention spontanée. La diplomatie humanitaire était possible, mais ils n'ont pas bougé. Il précise qu'heureusement, il allait travailler avec Renée Marguerite Frick-Kramer, une juriste et historienne qui fait partie de ceux qui avaient milité en faveur d'une intervention contre les déportations. À l'époque, elle avait en vain insisté auprès des présidents du CICR pour qu'un appel soit lancé par l'institution à ce sujet et qu'un émissaire soit envoyé à Berlin afin de discuter du sort des prisonniers politiques. Elle apprécie d'ailleurs des actions pratiques, comme celle qu'elle a engagée en faveur des Juifs de Hongrie en 1944. Le jeune homme évoque aussi Lucie Audier, une infirmière experte dans les actions de secours auprès des civils, comme sa collègue Renée Bordier, qui est maintenant présidente de l'Association du Bon Secours, ainsi que Lily Ferrière, directrice adjointe de l'IMS. Toutes les trois avaient dénoncé publiquement le système d'extermination et de camps de concentration nazis. Beaucoup considèrent Audier comme une idéaliste, mais Hugo apprécie son esprit humanitaire, son dévouement, son bon sens, son courage et sa ténacité. De ce fait, elle n'est pas du genre accommodant avec ceux qui n'ont pas le même esprit. Elle n'hésite pas à remettre en question une ligne d'action qui ne lui semble pas juste, surtout lorsque des considérations juridiques l'emportent sur des préoccupations humanitaires générales. Elle l'avait fait à plusieurs reprises pendant la guerre, et elle s'était rendue dans le nord de l'Italie pour aider les hôpitaux à prendre en charge les réfugiés de retour, organisant des convois avec des soins médicaux pour eux. Si j'ai bien compris, dans les membres du comité que tu apprécies, il n'y a que des femmes, lançai-je, en particulier les infirmières. Hugo me regarde surpris. Il se demande si je plaisante ou si je suis sérieuse. Serais-tu jalouse, mon cœur ? Si c'est le cas, tu as tort. La plus jeune est Renée Bordier, qui a 43 ans, et les autres sont proches de la soixantaine. Et si je les apprécie, c'est pour leurs qualités humaines. Et puis Audier et Bordier sont des pionnières du droit international humanitaire. C'est cet aspect du droit qui m'intéresserait. Je blaguais, chérie. J'ai une entière confiance en toi, et quels que soient tes projets, je suis avec toi. Il me semblait bien, mais je préférais être claire. Je n'aime que toi. D'ailleurs, si nous parlions de notre mariage et de l'endroit où nous vivrons. Ma réponse fuse, montrant qu'il n'y a pas à tergiverser. Le plus vite possible, et je vivrai là où tu es. J'imagine que tu y as déjà pensé. Eh bien, j'ai demandé à ma mère de m'envoyer les documents nécessaires pour un mariage en France, et c'est une affaire réglée. Je vois, rigueur, sérieux, organisation et efficacité allemande. C'est ça, moque-toi. Mais ainsi, nous pourrions nous marier en septembre, chez toi, à Valorcine. Qu'est-ce que tu dirais d'un double mariage ?
Zian et Mathilde ont prévu de se marier le 10 septembre. Nous pourrions nous marier le même jour? Pourquoi pas? Je n'ai rien contre, mais il faudrait peut-être leur demander leur avis. Nous allons avoir quelques démarches à faire. Aussi, je m'inquiète de la durée du séjour d'Hugo à Chamonix. Il me rassure. Il peut rester 4 jours sur place. L'essentiel était qu'il soit au travail le lundi 20 août. Parfait. Je repars avec toi. Il est hors de question que nous soyons séparés désormais. Donc, dès demain, je vais à l'hôpital donner ma démission. De toute façon, je les avais prévenus que mon retour n'était que provisoire. Et ensuite, nous irons à Valorcine pour les démarches à la mairie et auprès de l'abbé Payot. Tu pouvais te moquer de moi tout à l'heure avec mon organisation et mon efficacité allemande. Tu n'as rien à m'envier. C'est pour ça que nous sommes faits l'un pour l'autre. Mais au fait, tu peux m'héberger à Genève? Évidemment, Trésor. Je m'en suis préoccupée dès que j'ai su que je travaillerais à Genève. Ce n'est pas luxueux, mais je pense que tu devrais t'y plaire. Je pense à cet instant que je n'ai pas besoin d'un endroit luxueux. Tout me convient, du moment que nous sommes ensemble. Tout me paraît désormais splendide après ce que j'ai vécu. Lucie, 16 août 1945. Le lendemain, je mets mon plan à exécution. Je remets ma démission au directeur de l'hôpital pendant qu'Hugo m'attend patiemment. Nous passons voir Mathilde avant de prendre le train pour Valorcine afin de lui parler de notre projet de nous marier le même jour que Zion et elle, et avoir son avis. La jeune femme n'y voit aucun inconvénient, mais elle me conseille de demander l'aval de mon frère, ce qui était prévu. Elle me prend aussi à part pour me demander ce que j'ai prévu de mettre pour ce grand jour. Je lui avoue que je n'y ai pas pensé. La seule chose qui m'importe est d'épouser l'homme que j'aime. Mathilde me propose de repasser à un autre moment pour en parler, mais entre femmes. Comme je ne veux avoir aucun secret pour mon futur mari, je lui révèle ce que ma future belle-sœur m'a demandé pendant notre trajet jusqu'à Valorcine. Tout comme moi, le sujet de la robe de mariée lui était passé au-dessus de la tête. « Mathilde a raison, déclare-t-il. C'est censé être le plus beau jour de notre vie, et la robe de mariée fait partie des traditions. J'imagine qu'en France, et même en Savoie, il y a des rituels à respecter, comme en Bavière. Chez nous, la mariée porte un dirndl traditionnel. Tu sais, mon amour, je n'en fais pas une priorité. Nous sommes encore en période de restriction, mais tu me donnes des idées. Je ne vais pas plus loin. Hugo me serre contre lui sans tenir compte du regard des autres voyageurs, et nous restons serrés l'un contre l'autre jusqu'au buée. C'est main dans la main, comme deux amoureux que nous sommes, et enfin libres de nous montrer, que nous entrons dans le chalet des deux villas. Ma mère semble mesurer le changement intervenu chez moi depuis que mon Hugo est là. Il est vrai que je rayonne de bonheur à ses côtés, ma main dans la sienne. Alors les amoureux, vous en avez déjà assez de n'être que tous les deux, plaisante mon père. Absolument pas, papa. Si nous sommes venus aussi vite, c'est que nous avons quelque chose à vous annoncer. Vraiment? Nous avons décidé de nous marier, ici, à Valorcine. Mais auparavant, nous devons voir Zian. Pourquoi Zian? D'habitude, ce sont les parents qui donnent leur accord pour le mariage de leur fille, pas son frère. Et puis tu es majeur. Le frère en question fait son apparition juste au moment où papa finit sa phrase. Hugo ne sait plus quoi penser. Cependant, quelque chose dans l'attitude de son futur beau-père l'intrigue. Il essaie manifestement de garder son sérieux, mais n'y parvient qu'à grand-peine. Apparemment, il est question de moi, s'exclame Zian. Je peux savoir ce qui se passe? Eh bien, il semblerait que ta sœur a besoin de ton accord pour se marier. Hein? C'est nouveau, ça, Luciole. L'assentiment des parents ne te suffit pas? Si je te demande ton accord, c'est uniquement pour la date, car j'ai pensé que nous pourrions nous marier le même jour que toi et Mathilde. Et c'est mon idée, pas celle d'Hugo. Je tiens à le préciser. En plus, Mathilde n'y est pas opposée. Zion reste un moment muet. Il ne s'attendait pas à ça. Il met quelques secondes avant de répondre. Eh bien, si Mathilde est d'accord, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais, rétorque-t-il en riant. Je n'ai pas envie d'une scène de ménage avant le mariage. Tu as mon accord, Luciole. Son rire
se communique à nos parents. Seuls, Hugo et moi restons sérieux. Mon père s'interrompt au bout d'un long moment. En tout cas, nous y gagnons, hein, Blanche? Une seule cérémonie au lieu de 2. En effet, répond ma mère. D'ailleurs, Hugo, il faudra que tu nous dises qui dans ta famille sera présent. Ce ne sera pas compliqué, ma famille est extrêmement réduite. J'espère que ma mère et peut-être ma sœur pourront être là. Et peut-être mes grands-parents maternels. Mais ils sont âgés. Le seul dont je suis certain de la présence est mon oncle, puisque je lui ai demandé d'être mon témoin. La seule chose qu'il ignore encore, c'est la date. Je me rapproche encore de lui si c'est possible. Et lui porte ma main à ses lèvres. C'est lors de ce geste que maman voit la bague que je porte. Lucie, montre-moi ta main, s'il te plaît. Je m'exécute en rougissant. Cette bague est magnifique, commande-t-elle. Hugo, vous avez beaucoup de goût. Et elle est assortie aux yeux de Lucie. Je n'ai aucun mérite, Madame de Villa. Il s'agit d'une bague de famille. C'était la bague de fiançailles de ma mère. Elle tenait à ce que Lucie l'ait. Mais si j'avais eu à en choisir une, je pense que j'aurais choisi le même titre de pierre, car non seulement l'émeraude a la couleur des yeux de Lucie, mais c'est aussi la pierre de l'harmonie. Je bois littéralement les paroles de mon amoureux et ne le lâche pas des yeux. En moi-même, je me prépare à annoncer l'autre nouvelle. Mais ma mère se lève pour servir le repas de midi. Par réflexe, j'en fais autant pour l'aider et mets le couvert. J'attends la fin du repas. Je saisis alors de nouveau la main d'Hugo et me lance. Papa, maman, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Enfin, nous avons une autre nouvelle. Chérie, nous nous en doutons, tu sais, m'interrompt mon père. Tu vas suivre Hugo à Genève? Oui, en effet, dès dimanche. Mais il ne s'agit pas de cela. Un regard à ma mère suffit pour que je comprenne qu'elle a deviné. Je réalise que j'ai posé ma main libre sur mon ventre, ce qui m'a certainement trahi. J'attends un bébé, annonçai-je dans un souffle, écrasant la main d'Hugo dans la mienne. Il doit naître juste avant Noël. Comment est-ce possible, s'enquiert mon père. Sa question s'arrête là, comme s'il hésitait à dire ce qui lui traverse la tête. Je pense qu'il a dû effectuer un rapide calcul et réaliser que ce bébé a été conçu alors que j'étais à Ravensbrück. Hugo apporte la réponse lui-même. Je suis bien le père de ce bébé, Arsène, déclare-t-il. J'étais à Ravensbrück les 21 et 22 mars. Le père de Lucie soupire, manifestement de soulagement. J'ai eu peur un instant que tu aies été violée dans ce camp, avoue-t-il. Je l'ai été, papa, rétorquai-je, jetant un froid soudain dans leur petite assemblée, lorsque j'ai été interrogé à Annecy. Arsène de Villa blêmit. Je n'en avais parlé qu'à Hugo, dans les bras duquel je me suis réfugiée. Le futur papa prend de nouveau la parole. Je connais les noms de ceux qui ont fait ça. Et s'ils croisent mon chemin, je leur ferai payer. Soyez-en assuré, monsieur de Villa. Ceux qui ont fait ça, répète mon père. Tu veux dire qu'ils étaient plusieurs? 3. Mais 2 d'entre eux sont en plus responsables de sa déportation à Ravensbrück. Je ferai tout pour retrouver leurs traces. Je m'en suis fait le serment. Cette dernière phrase a pour but de clore le débat. Et je lui en sais gré. Évoquer ce qui s'était passé ce jour-là était pénible. Je ne veux pas rouvrir des plaies à peine cicatrisées, et je le fais savoir. Je veux laisser tout cela derrière moi. Je ne veux qu'une chose, être heureuse désormais, avec Hugo et notre bébé. Je tais que revoir Hugo était ce qui m'avait fait tenir à Annecy, Montluc, puis Ravensbrück. Quand Zion se lève, je le retiens. Zion, j'ai encore quelque chose à te demander. J'aimerais que tu sois mon témoin. Serais-tu d'accord? Bien évidemment, Luciole, même si tu as préféré être le témoin de Mathilde plutôt que le mien. Ne sois pas jalouse, Zion. Mais avec Mathilde, nous nous sommes soutenus l'une l'autre ces dernières années. Je plaisantais, ma Lulu. Je te plains, Hugo, car elle ne va pas être facile tous les jours. Elle sort facilement les griffes. Hugo se souvient des moments où il m'avait en effet vu sur la défensive. Il n'y en a vu que 2, et encore, je n'avais été vraiment sur la défensive que lorsque j'avais refoulé l'attirance que j'avais éprouvée pour lui dès le départ.
Cela s'apparentait plus vraisemblablement à un manque de confiance en moi. Et il ne m'en aimait que plus. Selon lui, j'ai du caractère, dans le bon sens du terme, car je sais m'imposer des limites pour me protéger des autres, et cela m'avait servi à Ravensbrück pour me protéger des violences en tout genre. Je savais aussi défendre mes idées tout en étant ouverte à celles des autres. Pour certains, mon caractère discret pouvait signifier que je n'avais pas d'idée sur quoi que ce soit ou être un mouton de Panurge, mais je leur prouvais très vite le contraire. Il avait aimé dès le départ ma gaieté, mon empathie, mon intégrité. Il s'était vite aperçu aussi que j'étais courageuse et volontaire pour avoir supporté toutes les épreuves des mois précédents. Je ne pense pas être à plaindre, aimait-il. Lucie est tout ce que je désire le plus au monde. Et maintenant, si nous allions à la mairie et au presbytère? Il ne peut s'empêcher sur le chemin de demander pourquoi Zion m'appelle Luciole. Lorsqu'il a l'explication, il me déclare qu'il a souvent songé à m'attribuer un surnom affectueux qu'il serait le seul à utiliser. Eh bien, mon cœur, tu peux utiliser Luciole en allemand, proposai-je, intéressé. Ça se dit comment? Glühwürmchen. Textuellement, vermisseau incandescent. Mais je ne trouve pas cela très joli. En effet, avouai-je joyeusement, alors que proposes-tu? Süße ou Schneesternchen? Ce qui signifie Süße veut dire mignonne, charmante, et Schneesternchen, c'est petite étoile des neiges. Je peux raccourcir en Sternchen, petite étoile. Schneesternchen, répétai-je. C'est tout moi, ça. J'aime bien, même en version courte. Je valide. Je le taquine ensuite en lui susurrant que nous allons devoir désormais nous creuser la cervelle pour trouver des prénoms pour notre enfant. Comme prévu, de retour à Chamonix, je vais voir Mathilde pour discuter de mon projet de robe de mariée avant de suivre Hugo à Genève. Avant toute chose, je lui apprends que Zion est d'accord pour un double mariage le 10 septembre et surtout, je lui annonce ma grossesse. Je me disais aussi que tu avais un peu plus de poitrine qu'auparavant. Ceci dit, à part ça, on ne voit pas grand-chose, mais si je dois confectionner ta robe de mariée, il me faudra aussi m'adapter si ton corps se modifie d'ici le grand jour. Et moi, qui n'avais pas pensé à la robe de mariée au départ, je me suis prise au jeu et j'ai réfléchi à un modèle de robe qui dissimulerait mon ventre s'il commençait à devenir plus proéminent. J'ai dessiné grossièrement le type de robe à laquelle j'ai pensé après ce qu'Hugo m'a dit sur la tenue traditionnelle de mariage des Bavaroises. Mathilde, d'abord surprise, trouve l'idée séduisante et prend toutes mes mesures afin d'évaluer les métrages de tissu nécessaires. Pour la robe, je pense qu'il va falloir, disons, 1 mètre pour le haut qui est ajusté et 3 pour la jupe. Pour le tablier, 1,50 m devrait suffire. Quant à la blouse, étant donné qu'elle s'arrête sous la poitrine et est à manches courtes, 1 mètre, voire un peu moins suffiront. Viens avec moi dans ma réserve, ce qui pourrait faire l'affaire. Il fallait en effet d'abord se baser sur le tissu disponible. En cette période de restriction en tout genre, le tissu est encore difficile à obtenir, même avec les tickets de rationnement. Et il n'est donc pas question de robe longue, de traîne et de tout le tralala. En outre, je ne me marierai pas en blanc, étant donné mon état. Mais cela m'est égal. La robe de Mathilde est déjà prête. Elle l'a confectionnée à partir de métrages de satin blanc qui lui restaient d'une commande d'avant-guerre pour un hôtel de luxe de Chamonix, pour lequel elle avait confectionné coussins et rideaux. La brunette sort des étagères quelques mètres de divers tissus prévus initialement pour le même type d'établissement et quelques coupons. Je craque pour un brocart damassé bleu glacier. Attends, Lulu, il faut que je vérifie s'il y en a assez. 3,75 m. Ça sera juste, mais ça devrait le faire. Mais uniquement pour la robe. En revanche, j'ai une idée pour le tablier et la blouse. Elle sort un coupon de tissu du même bleu et un autre de dentelle. Qu'est-ce que tu penses de ça pour le tablier? C'est du satin pour doublure, mais je trouve que ce serait joli, ce contraste avec le motif du brocart. Et il y en a assez pour fabriquer un ruban fin pour le laçage du corsage. J'approuve d'un signe de tête tout en dépliant le coupon de dentelle. Mathilde, en me voyant perplexe devant le peu de métrage, me rassure. Je verrais bien la blouse en cette dentelle. Il n'y en a pas beaucoup. Mais comme sous ce genre de robe, la blouse s'arrête sous la poitrine, ça devrait aller.
Sinon, il reste la ressource du coton blanc ou du voile de coton tout simple, avec un galon de dentelle au bas des manches et à l'encolure. Le projet est validé, et Mathilde se consacrera à ma robe entre deux clientes.